Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous, merci d'être là. Vous avez le menu affiché à l'écran, donc j'ai fait l'hypothèse qu'un certain nombre d'entre vous avaient assisté à la très belle conférence que Pierre Papon nous avait offerte la semaine dernière. Je ferai quand même, pour être d'accord avec lui, un petit retour sur les grands enjeux et en quoi la France, notamment, s'est engagée pour les horizons 2020 et à quoi elle se prépare à répondre à l'horizon 2050. Et après ces rappels rapides, on rentrera dans un peu le vif du sujet, qui est de comprendre un peu comment fonctionnent nos réseaux électriques et voir ce qu'on peut en attendre, comment cette intelligence, cette convergence entre les technologies de l'information et les technologies de l'énergie peuvent apporter un certain nombre de solutions et notamment répondre à certaines difficultés d'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux ou de ce qu'on appelle le lissage de la courbe de charge. Vous allez voir tout ça pendant l'heure de présentation qui va suivre. Et puis on fera une projection des quelques résultats d'études prospectives que je vous présenterai aux horizons justement 2020-2050. Donc tout d'abord, je disais, pour faire le raccord avec les scénarios présentés la semaine dernière, on voit donc à l'horizon 2050, un certain nombre de scénarios prévoient ce que peut être la consommation mondiale. On est en milliards de TEP. Il y a plusieurs types de scénarios. Ce qui est clair, c'est qu'entre les scénarios qui ne sont pas durables et qui vont au-delà de 25 gigatep de consommation, on a des scénarios beaucoup plus volontaristes, des scénarios dits médians, mais déjà assez volontaristes, un peu inférieurs à 20 gigatep, et des scénarios très volontaristes qui se positionnent en dessous de 15 gigatep. Il s'agit bien de consommation d'énergie au niveau mondial. Ce qui est intéressant d'observer, c'est la part respective des différentes formes d'énergie dans ces scénarios, puisque un certain nombre notamment la place du charbon, je crois que j'ai une petite flèche, voilà, la place du charbon en rouge, du pétrole en rouge, du charbon en marron, du nucléaire en bleu et des énergies renouvelables apparaissent. Ce qu'on remarque, c'est que dans tous les cas, sur tous les scénarios, même les plus consommateurs ou les moins durables, les énergies renouvelables se développent beaucoup. La différence tient effectivement beaucoup dans la part du charbon. On maîtrise ou pas le développement de la consommation de charbon avec l'impact sur le changement climatique qu'on connaît, en tout cas sur la concentration en CO2, et de toute façon, quoi qu'il advienne, même s'il reste du pétrole, le pétrole diminue dans tous les scénarios. Donc je repasse vite, là on va encore plus loin, on va en 2100. Ce qui est important aussi à voir, c'est qu'au-delà des différentes formes d'énergie, la maîtrise, c'est-à-dire les économies d'énergie, c'est la partie en bleu, représente sans doute la part, là aussi, la plus importante proportionnellement des efforts à faire dans le futur. Et c'est une leçon, un point qu'il ne faut absolument pas oublier. Sont regroupés là l'ensemble dans la partie violette de toutes les énergies, décarbonées, aussi bien nucléaires que solaires ou qu'éoliennes. Là aussi, l'enseignement, c'est que aucun scénario, quels que soient ses promoteurs, ne donne au nucléaire une place prépondérante qui assurerait qui serait la solution énergétique pour la planète. Et là aussi, même les scénarios les plus provenant des gens les plus, voire je trouve pas la bonne solution, en tout cas, qui assure le plus de promotion de cette filière, reste en fait proportionnellement assez modeste. Rarement au-delà de 10 à 15% de l'énergie mondiale. Donc sur les émissions, il faut, pour rester en dessous des 450 ppm, donc de cette limite de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui doit être divisée par 2 à l'horizon 2050, la règle, si on peut dire, c'est que les pays industrialisés, les plus développés, doivent, eux, réduire d'un facteur 4, donc c'est une réduction de 75% des émissions
notamment pour permettre aux pays qui ne peuvent que augmenter leur consommation d'énergie de se développer. Je rappelle très rapidement, effectivement, que si les pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, à côté, les pays type Australie, Nouvelle-Zélande sont très hauts, à l'autre bout, la plus grosse quantité, enfin la plus grande partie de la planète émet peu de CO2. La France est ici dans les valeurs moyennes avec l'Europe occidentale. Donc immanquablement, même si on réduit drastiquement cette partie-là, la montée des émissions de ces pays-là est inéluctable et donc il faudra limiter en tout état de cause cette consommation par un facteur tout à fait important. Voilà, ça c'était pour rappeler les enjeux qui avaient été développés de façon bien plus détaillée la semaine dernière. Autre postulat, parce qu'on est pratiquement à ce niveau-là, donc un facteur 4, 2, à l'horizon 2020, ce qu'on appelle les 3 fois 20, donc cette réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une part, de contribution des énergies renouvelables dans le bilan énergétique et l'amélioration de l'efficacité énergétique, tout ça avec ces fameux 20% à l'horizon 2020. C'est quelque chose qui est pratiquement, enfin qui est législatif. C'est pas juste un objectif, une volonté, c'est quelque chose qui est rentré dans des textes et qui s'impose à tous les États européens. D'ailleurs, ça s'impose tant et si bien que pour la France, qui est déjà faiblement émettrice de CO2 du fait de sa production d'électricité nucléaire, les énergies renouvelables, donc elle a moins de CO2 à réduire. Par contre, elle a plus d'énergie renouvelable à introduire, puisque, par rapport aux 20% qui doivent être partagés par tout le monde, la France doit produire 23% de sa consommation. Les illustrations montrent les différentes voies, effectivement, pour réduire la consommation d'énergie. Bien sûr, des cycles, enfin des systèmes énergétiques couplant de l'énergie, d'énergie renouvelable, par exemple une production d'hydrogène faisant circuler les véhicules. On a là des chaînes énergétiques sans émission de CO2. On a aussi la possibilité, là où il y a une source fossile, de capter, de stocker le CO2 dans le sous-sol. Ça fait partie des recherches en cours. On parle de l'énergie des mers, énergie des courants, énergie des vagues. Là, vous avez un dessin d'artiste sur un système d'énergie des courants, avec donc des hydroliennes, donc le même principe que les éoliennes, mais sous l'eau, et en utilisant donc les courants pour produire de l'électricité. Donc, possibilité de sources décarbonées. Alors, qu'est-ce qui bouge en énergie? Qu'est-ce qui consomme? Quelles sont les tendances? Globalement, donc sur une période, là on est sur une période relativement longue, on part des années 70, et donc on se rend compte que le secteur de l'industrie en jaune, tendanciellement, a tendance à voir sa consommation diminuer, que les usages non énergétiques des produits énergétiques, typiquement c'est tout ce qui est lié notamment à la chimie, aux matériaux, à la chimie du pétrole, ou faits à partir des produits fossiles, a aussi une augmentation, mais relativement maîtrisée, si on peut dire. Par contre, deux grandes tendances lourdes, résidentielles d'une part et transport d'autre part, sont effectivement ont des dynamiques problématiques qui sont pointées dans la plupart des politiques énergétiques. Donc ça se montre sur une autre courbe où tout à l'heure on était en énergie sur le transparent précédent, là on est en CO2 et on voit qu'en matière d'émissions, donc transport et résidentiel ont effectivement une croissance relativement importante d'émissions, là où les autres secteurs, notamment l'industrie, comme je le disais, sont plutôt, si on peut dire, vertueuses par rapport à nos critères de CO2. C'est aussi la traduction d'évolutions structurelles dans le système industriel français, puisqu'il y a moins d'industries fortement consommatrices d'énergie, une partie étant faite en dehors du territoire national.
Donc, je vais dire de façon assez naturelle, l'ensemble des acteurs qui se préoccupent de l'avenir énergétique d'une part, des impacts environnementaux d'autre part, se sont réunis. Vous avez tous entendu parler du Grenelle de l'environnement. Et donc, tout particulièrement, dans le domaine de l'énergie, un certain nombre de priorités sont sorties des échanges entre les parties prenantes. Vous savez que les parties prenantes étaient représentatives des pouvoirs publics, représentatives des entreprises, représentatives des travailleurs à travers les syndicats, y compris de la société, avec la présence des ONG, enfin d'un certain nombre d'associations de consommateurs ou d'ONG plus impliqués dans des problèmes de société. Tout ça, effectivement, renvoie vers un affichage, une volonté de diminuer de façon tout à fait significative les consommations. Donc diminuer les consommations dans le bâtiment, on l'a vu, c'est le secteur qui en matière d'énergie est le plus émetteur, pardon, le plus consommateur d'énergie. 44% de l'énergie finale utilisée est utilisée dans le bâtiment. C'est aussi 20% des émissions de gaz. Donc dans ce cadre-là, les objectifs, 40% d'économie, 38% très exactement d'économie d'ici 2020, et un chiffre cible que vous avez sûrement entendu parce qu'il est souvent évoqué, ce sont ces fameux 50 kWh par mètre carré par an, donc de consommation des logements. Vous pouvez faire assez facilement chez vous, vous prenez votre facture annuelle, vous regardez combien il y a de kilowattheures, vous divisez par la surface de votre logement, vous avez une idée de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce critère-là. La moyenne est au-delà de 250 kWh par mètre carré. On a ce qu'on appelle des passoires thermiques à plus de 300 kWh par mètre carré. Une maison correctement isolée aux normes actuelles est autour d'une centaine de kilowattheures. Oui, et le calcul est plutôt optimiste parce que les 50 kWh, ce n'est pas uniquement le chauffage, c'est un ensemble d'usages énergétiques qui comprend aussi l'eau chaude et l'éclairage. Le transport, donc bâtiment le plus consommateur d'énergie, les transports le plus émetteur de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus de 90% du transport utilise le pétrole, qui est une énergie fossile et qui est donc émettrice lors de sa combustion de gaz à effet de serre. Donc là, on a 26% des émissions, on avait 20% sur le bâtiment et 32% de l'énergie finale. Là, on avait plus de 40% avec le bâtiment. Là aussi, il y a des objectifs qui sont affichés. 20% de baisse des émissions d'ici 2020. Et là, le chiffre que vous rencontrez aussi, notamment dans toutes les publicités, c'est les fameux grammes de CO2 par kilomètre qui sont, on le voit, l'objectif. En moyenne, 120 grammes en 2012. On voit que d'ores et déjà, on trouve sur le marché des voitures autour de 100 grammes de CO2 dès aujourd'hui. Il y a un autre objectif qui est l'incorporation des biocarburants qui consiste quand même à multiplier par 4 par rapport à 2007. La quantité de biocarburants, on est autour d'1 million de TEP. On était autour d'1 million de TEP, ça augmente assez régulièrement. On devrait arriver à 4 millions de TEP, soit à peu près 10% d'incorporation de biocarburants dans les carburants distribués aux pompes. Là aussi, les illustrations que je ne détaille pas sont des pistes d'innovation. Et ces deux innovations dans le domaine des transports portent sur l'intégration de l'électricité, donc de l'entrée de l'électricité dans le véhicule, ce qui va nous amener tout doucement à la production d'électricité, à sa gestion sur nos réseaux. Je continue sur les transports avec une illustration qui montre là aussi qu'un certain nombre de choix dont on est ou pas responsable, on a plus ou moins le choix, mais il n'est pas mauvais d'avoir quelques ordres de grandeur, donc de savoir que quand on va faire ses courses dans les hypermarchés à la périphérie des grandes villes, typiquement une fois par semaine, on fait une dizaine de kilomètres, ça représente à peu près
au niveau de la consommation, 100 litres d'essence et 300 kg de CO2. Si on a une livraison à domicile, le livreur va livrer en moyenne 8 clients avec la même quantité par personne. On divise par 5 la consommation et les émissions. Si une supérette locale qui est livrée par camion est utilisée pour s'approvisionner, alors on va y aller tous les jours avec 6 kilos, on fera 500 mètres à pied, il faut intégrer la consommation du camion et on descend là à 4 kilos, donc l'équivalent de 4 litres et 12 kilos de CO2 par foyer. Alors, pourquoi je parle de ça, indépendamment de l'impact sur les comportements? C'est parce que déjà, on voit derrière ce mode de distribution la notion de réseau, en tout cas la notion de gestion de flux, et derrière la gestion des flux, plusieurs stratégies possibles. Et donc, on pourrait schématiquement représenter des réseaux différents pour l'alimentation et l'accès à un fret de consommation. Alors, puisqu'on introduit les réseaux, il y a quelques principes pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, notre réseau est fait plutôt à partir de grands postes, de grandes centrales qui produisent de l'énergie électrique de façon massive et qui sont distribuées de façon descendante, donc plutôt un schéma global arborescent sur le territoire. Mais en réalité, toutes les grosses centrales sont rattachées à ce qu'on appelle un réseau de transport, qui est un réseau maillé, qui est donc un réseau très sécurisé. C'est-à-dire, on voit bien s'il y a un problème sur une ligne, on peut toujours trouver une façon d'aller alimenter les gens qui sont sur les autres lignes. Donc ça, c'est un réseau sécurisé. Bien sûr, il peut y avoir des défaillances qui sont dues si on a des moments où le réseau est relativement chargé. Si une ligne est défaillante, la ligne d'à côté peut se retrouver en surcapacité et donc va disjoncter à son tour. Et à ce moment-là, de proche en proche, la saturation des lignes provoque ce qu'on appelle le blackout. En tout cas, c'est ce qui se passe quand on a des coupures massives. C'est très rare, heureusement. Il y a des stratégies, bien sûr, puisque tout ça, à chaque point, à chaque nœud, il y a des possibilités de commande, de pilotage, on appelle le dispatching. Voilà, il faut voir que c'est ce qu'on peut faire de plus sécurisé. Ensuite, on a un autre type de réseau qu'on va trouver plutôt au niveau régional, qu'on appelle le réseau bouclé, donc qui est moins sécurisé. On voit bien les points rouges là représentent les sources d'électricité. S'il y a une partie qui est défaillante, on voit que l'autre partie peut prendre le relais, mais on est quand même dans un système qui est un peu moins sûr que le précédent. Sur ces réseaux, on peut imaginer, d'ailleurs, il y a également il peut y avoir d'autres sources qui viennent alimenter. Là, j'ai mis 2 sources. On pourrait avoir des sources, y compris des sources de secours, qui viennent prendre le relais en cas de défaillance des réseaux. C'est notamment le cas souvent en ville, où les réseaux étant enterrés, les temps de réparation seraient forcément longs, et donc les réseaux sont relativement bien protégés avec, voire des stockages, il y en a quelques-uns, ou des systèmes permettant d'intervenir rapidement pour qu'il n'y ait pas de coupure ou de gêne ou des gênes très limités pour les utilisateurs, sans pour autant, sans avoir des coupures trop longues. Dernier schéma, c'est le réseau arborescent, c'est ce qu'on trouve en milieu rural. Donc là, on a effectivement des lignes qui alimentent en général des logements, des habitats, des maisons dispersées. Et donc là, un système relativement vulnérable, puisqu'on voit bien que si une intervention ou une coupure, une défaillance sur une ligne va provoquer là, tout un ensemble de gens qui ne seront plus alimentés. Et là, on va dire que c'est l'avantage des lignes aériennes, mais quelque part, le fait d'avoir des lignes aériennes fait que les temps d'intervention sont plus courts. L'avantage d'avoir des lignes enterrées fait qu'en principe, on a moins de défaillances. Accessoirement, donc les tensions, on est sur de la très haute tension ici, jusqu'à 400 000 volts sur le réseau de transport, entre 50 et 100 000 volts sur le réseau régional, et la distribution donc entre 30 000 et ce qu'on appelle la basse tension, donc le 220 ou le 300, ou le 400 volts. Ce qui est également intéressant, ce qu'il faut noter, c'est les
les longueurs de ces réseaux. Donc le réseau de transport, c'est à peu près 50 000 km de ligne, répartition à peu près du même niveau. Par contre, le réseau de basse tension, lui, représente 20, 30, 40 fois supérieur, puisqu'on est plus d'1,3 million km de lignes. Donc tout l'entretien de ces lignes représente un travail important, mais surtout, on voit bien qu'en capitalisation, le coût du réseau électrique est pour beaucoup sur le réseau de distribution. Or, depuis les années 70, et notamment la mise en œuvre du programme électronucléaire, le réseau de transport a été fortement développé justement pour répondre à la possibilité de distribuer cette électricité à partir des sites de production. Le réseau de distribution a été moins bien doté et commence à manifester quelques signes de faiblesse. Alors tout ça, comment ça bouge? Ça bouge parce que on commence à voir, grâce à ces réseaux, je parlais tout à l'heure de convergence, donc j'ai repris là le terme de convergence. On va trouver ces convergences dans plusieurs domaines. Donc là, c'est un exemple, c'est juste la photo d'un centre de télétravail à Villard-de-Lans. Simplement, c'est pour mettre en avant une convergence entre ce que permettent les technologies de l'information d'une part, l'activité, le travail d'autre part, mais également la mobilité, puisque dans des zones où la mobilité est difficile, notamment en montagne, en hiver, il y a un certain nombre de possibilités, d'alternatives permettant d'organiser un travail quand même de personnes qui ne se rendent pas à leur bureau très loin. Typiquement, elles ne vont pas aller à Grenoble, elles vont pouvoir travailler proche de leur lieu d'habitation. Autre type de convergence, alors là, j'étais trop vite, attendez, si j'arrive, remonter un. Pardon. Allez doucement. Voilà. Donc là, on est déjà sur une représentation sur laquelle on aura l'occasion de revenir tout à l'heure, représentation d'un réseau énergétique. On le voit, il est symbolisé par des lignes haute tension, par des usages, par l'intégration. On commence à voir apparaître sur ce schéma des dispositifs d'énergie renouvelable. Et puis, on a là quelque chose qui est déjà, qui est déjà une représentation un peu future, puisque le centre de dispatching et les postes sources, qui sont les postes, tout ça est relié en vert, puis en bleu, par des réseaux de communication. Y compris quelque chose qui apparaît là, qui est une place de marché, puisque l'électricité, on le reverra également dans un transparent un peu plus tard, toute l'électricité produite n'est pas consommée instantanément en France, une partie significative d'ailleurs est exportée et donc est revendue, et il y a donc là aussi des stratégies de gestion de l'électricité produite ou pas, distribuée ou pas, en fonction du coût d'achat sur un marché spot qui est géré donc par une place de marché. On verra que ce rôle de l'économique dans l'allocation des ressources énergétiques pourrait prendre une place plus importante. En tout cas, c'est un des scénarios envisagés. Troisième type de convergence dans le domaine de l'énergie et des technologies de l'information, c'est une convergence entre l'offre et la demande. Notre schéma actuel, on a d'une part des producteurs d'énergie, d'autre part des consommateurs qui sont les utilisateurs. On est en train d'évoluer vers un dispositif, notamment avec l'acquisition de panneaux solaires, de toits photovoltaïques, donc une production des particuliers. Disons, le particulier devient aussi un producteur d'énergie. Aujourd'hui, il gère ça de façon assez transparente parce qu'il a un dispositif de connexion au réseau et en fait il ne s'en préoccupe pas énormément, mais là aussi vous verrez tout à l'heure dans un certain nombre de scénarios le rôle que peut prendre l'utilisateur producteur peut modifier aussi sensiblement les jeux d'acteurs, et donc je parle aussi de convergence parce que des transformations entre l'offre et la demande. Maintenant, voilà, un utilisateur d'énergie peut aussi être un producteur d'énergie, et donc les équilibres susceptibles d'être modifiés.
on reviendra aussi sur ce schéma-là qui est extrait d'un schéma plus général qui montre qu'au-delà des réseaux électriques, il y a la notion de réseau énergétique qui se profile derrière. Alors, on a présenté un peu les réseaux, maintenant on va revenir sur l'électricité telle que ça s'utilise, parce que ça donne, c'est important de voir comment, de quel parc de production on dispose, de voir comment s'expriment les besoins aujourd'hui, et d'une certaine façon, quelles sont les marges de liberté, où est-ce qu'il y a de la surproduction, où est-ce qu'il y a de la sous-production, et puis quelles sont les difficultés de gestion qui en découlent. Donc sur ce transparent, il s'agit de montrer sur une année, donc c'est la consommation quotidienne, hebdomadaire, pardon, une consommation semaine par semaine de l'énergie, avec, bon, juste deux valeurs, là, ça c'est 2009, en haut. En bas, c'est presque générique. Disons, peut-être que ça a été fait sur 2005 ou 2006, mais ce n'est pas très important, puisqu'on voit que l'allure générale entre la courbe corrigée des variations climatiques, qui est en rouge là, et cette courbe-là, est très similaire. Ce qui veut dire qu'au premier ordre, dans la consommation d'électricité en France, c'est la température extérieure qui va être un des premiers facteurs déterminants des variations de la consommation. Alors ensuite, on voit, en bas, on a fait apparaître quelques points singuliers, typiquement le minimum absolu qu'on obtient voilà, la semaine du 15 août, mais qu'on retrouve bien sur le schéma 2009, et puis effectivement la chute aussi de consommation. Alors là, entre Noël et le jour de l'an, à cette fois-ci, c'est plus la température, mais ça permet de dire que dans des périodes particulières, on voit là le poids de l'activité, dire industrielle ou de l'activité tertiaire ou industrielle, ou que ce soit le creux du 15 août ou le creux de la trêve des confiseurs, on a effectivement là quelque chose qui nous donne une indication sur la consommation due à l'activité. Mais on voit bien qu'en ordre de grandeur, c'est quand même le facteur climatique qui va jouer au premier ordre. Alors pour pouvoir, on va reparler de la variation en regardant maintenant ce qui se passe au niveau quotidien. Donc au niveau quotidien, là, ça c'est une courbe qui est produite en permanent, en temps réel, pratiquement dans tous les quarts d'heure, sur le site de RTE, qui est le régulateur du transport d'électricité. C'est tout à fait intéressant parce que ça permet d'avoir en permanence les consommations d'énergie prévisionnelles d'un jour sur l'autre, c'est-à-dire y compris pour les producteurs, on a une prévision sur une semaine à l'avance, heure par heure, qui permet de prévoir les moyens de production, puisque notre système énergétique prévoit quand même qu'à chaque instant, il faut que la production d'énergie soit égale à la consommation appelée par les utilisateurs. Alors effectivement, après, il y a des marges qu'on peut exporter ou on peut réimporter pour conserver cet équilibre, mais de toute façon, l'équilibre, lui, est indispensable. Donc ce qu'on voit sur une journée, c'est que là aussi, on a des variations importantes. Là, c'était la semaine dernière. C'était le 19 novembre. On voit qu'on a un minimum vers 4 heures du matin, autour de 56 gigawatts, un maximum vers 19 heures autour de 75 gigawatts, ce qui veut dire déjà sur une journée, on a 40% de variation, 40% de plus entre la pointe et le minimum. Donc là aussi, une adaptation, on voit des grandes variations annuelles, mais aussi des variations quotidiennes tout à fait importantes. Donc c'est au savoir. Donc là, aujourd'hui, à 19h, il est 19h. Donc le 24 novembre à 19h, j'ai fait ça tout à l'heure, donc on a la prévision, on consomme, enfin on appelle à son puissance 82 gigawatts. Donc ça, c'est un appel de puissance relativement élevé. Hein. La pointe, le maximum, on le verra, atteint l'année dernière autour de 93 gigawatts. Donc on est là sur la consommation assez proche du maximum historique, en tout cas à 15%. Voilà. Donc on a un outil qui nous permet de savoir, vous voyez, on a tout à fait à jour notre consommation actuelle. On se demande si on ne devrait pas éteindre une lumière, une lampe ou deux, parce qu'on commence à approcher de zones un peu sensibles. Donc je dis sur ce site parce qu'effectivement, pour les gens qui s'intéressent à l'électricité, c'est quand même une mine d'informations. Donc non seulement il nous donne la puissance,
mais il nous donne également comment cette puissance est produite, par quel type de moyens. Et donc, on a là, sur ces représentations, la partie nucléaire, donc 50 gigawatts, et puis toutes les formes d'énergie. Donc on ne va pas tout détailler là. On voit que l'hydraulique prend une part importante, hein, mais vous verrez, on reviendra un petit peu là-dessus. Voilà, donc on a le mix, ce fameux mix énergétique qu'on voyait tout au début. Vous savez, le premier transparent, on voyait comment la consommation et les projections dans le temps se faisaient. On l'a également quart d'heure par quart d'heure au niveau national sur le site du RTE. Et puis, de la même façon, on a l'énergie et on a les émissions de CO2 également en temps réel, avec la contribution en fait des différentes sources aux émissions de CO2. Ce qui veut dire que derrière ces valeurs-là, on a aussi des données qui, en fonction des politiques ou des stratégies qu'on veut appliquer, donnent des éléments de pilotage. Puisque vous savez qu'il y a une formule que j'aime beaucoup qui dit que tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Et effectivement, avoir des informations assez précises sur ce qui se passe est aussi une des meilleures façons de pouvoir influer sur leur évolution. Alors, donc, où je voulais en venir, doucement, donc on a sur la puissance des variations dans l'année qui vont de 1 à 3, et sur l'énergie, des variations de 1 à 2. Et je vous dis, effectivement, l'année dernière, la puissance maximale appelée a été de 93 gigawatts. On est à 82 aujourd'hui, à l'heure actuelle. En énergie, le maximum a été 2000 gigawattheures par jour. Le minimum, 32 gigawatts. Et en énergie, 900 gigawattheures par jour. Ces deux valeurs ne tombent pas forcément le même jour. En général, elles ne sont pas très loin. C'est-à-dire, effectivement, c'est vers le 10 janvier, première semaine de janvier, qu'on trouve la puissance maximale et l'énergie, mais ça peut... on a quelque chose qui est instantané d'un côté, qui est intégré sur une journée de l'autre. On a pu avoir une pointe et que ça redescende après. Voilà. Donc, on a derrière ça des moyens de production qui doivent nous permettre... C'est-à-dire, il faut investir pour produire les 93 gigawatts quand on en a besoin. Ça, c'est de l'installation. Mais cet investissement est également présent quand on n'a besoin que de 32 gigawatts. Alors, comment ça se représente dans le temps là aussi, une courbe que j'aime bien, qui est pas... On va prendre 30 secondes pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. C'est la représentation de la puissance appelée sur toute une année. Donc on a, ici en abscisse, les 8760 heures de l'année. Là, on est à 30 gigawatts, donc en dessous, puisque le minimum est à 32 gigawatts, 31,5 en 2009. Donc, bon, là, on a une base, ce qui veut dire qu'en permanence, sur toute l'année, on a toujours eu 32 gigawatts. En tout cas, on a toujours eu besoin de 32 gigawatts en permanence. Ensuite, si on regarde ce qui se passe, le nombre d'heures, donc un point ici, on verra, ça veut dire que, par exemple, la puissance de 55 gigawatts a été appelée pendant 4000 heures. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on a des temps d'utilisation du parc de production d'énergie comme ça dans le temps. Donc, la pointe, ça va être effectivement, ces 92 gigawatts ont été appelés pendant 1 heure. Et très vite, il y a un zoom, là, vous voyez, on voit que en une centaine d'heures, voilà, 100 heures dans l'année, on est à 84 gigawatts. Donc, en fait, il y a eu moins de 100 heures où il y a eu plus de 84 gigawatts appelés. Ou si on est sur nos 80, on voit qu'on est aujourd'hui, donc 80, on est à peu près un peu plus loin. Donc, on est quand même dans les 500 heures, donc la vingtaine de jours où on aura appelé le plus de puissance. Ce qui veut dire que quand on doit investir... Alors, oui, au passage, il y avait une queue là, qui se passait, où on voit qu'on a une partie... J'étais pas revenu. Notre base nucléaire, en moyenne, a été de 44 gigawatts. Ce chiffre-là, c'est quoi? C'est la production nucléaire de 2009 divisée par 8760 heures. Ça ne veut pas dire que ça a été 44 gigawatts en permanence, ça veut dire en moyenne, le nucléaire a fourni 44 gigawatts. Comme on a toute une partie ici, au-delà des 7000 heures, où on est de toute façon en deçà de cette valeur-là, ça veut dire qu'effectivement, là, on a de l'exportation, et donc la courbe suivante illustre le fait que, ici c'est zéro, c'est l'équilibre, donc pendant toute cette surface-là, au-dessus du zéro,
tout ça, c'est de l'énergie qui a été vendue avec une pointe à 12,2 gigawatts. Donc il y a eu un moment où on a vendu, on a exporté 12 gigawatts. Par contre, il y a un moment, mais pendant très peu de temps, en fait, où nos besoins n'étaient pas couverts par notre parc de production et où on a importé cette partie d'énergie avec une puissance maximale importée appelée d'environ 8 gigawatts. À la limite, ça ne veut pas dire forcément qu'on n'avait pas les capacités de produire l'énergie qui est là. Ça veut dire qu'économiquement, on avait plus intérêt à l'acheter sur le marché qu'à la produire nous-mêmes parce qu'elle était moins chère, comme on était dans des périodes de pointe. Et donc, c'est là que je vais vous expliquer plus en détail ce qui se passe dans les périodes de pointe. Alors, ce petit dessin-là, notre éditeur n'a pas voulu qu'on le mette sur le livre parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué, mais on va quand même essayer de vous expliquer. Là aussi, en quelques mots, je pense que vous allez parfaitement bien comprendre. Donc, vous reconnaissez notre monotone, là. Et en fait, dans les choix d'investissement, on a un certain nombre d'équipements. Donc, ce qui est représenté ici, en fait, c'est le coût d'achat d'un équipement, coût d'utilisation d'un équipement. Typiquement, une turbine à combustion. Donc ça, c'est un appareil avec du fuel qui ne coûte pas cher à l'achat, mais qui consomme du fuel qui coûte cher et qu'on consomme beaucoup et qui n'a pas un bon rendement. Donc on voit qu'on ne va pas le payer cher. Par contre, dès qu'on va l'utiliser, le coût global va augmenter en fonction du temps. Le nucléaire, c'est plutôt quelque chose qui va coûter cher en investissement, mais après qui coûte peu cher à l'utilisation. Donc en fonction du nombre d'heures, on voit que le coût, lui, baisse. Donc, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire dans notre truc économique? Tant qu'on est sur cette partie-là, c'est-à-dire sur cette première partie, on a intérêt d'utiliser cette énergie-là. Dès qu'il va falloir qu'on monte au-dessus, on va utiliser, on voit ici, là, ça devient plus cher sur les coûts. Donc là, on est plus cher, donc on va avoir intérêt à utiliser cette énergie-ci, puis ensuite cette énergie-là, qu'on va utiliser dans la zone, qu'on va essayer d'utiliser le moins longtemps possible, mais en tout cas, il y a un moment où elle croise en fonction du coût d'investissement. Alors, tant qu'on n'avait pas de problème de CO2, effectivement, on avait ce qu'on appelait des équipements qu'on n'utilise qu'en pointe. C'est vrai qu'un équipement qu'on va utiliser une centaine d'heures par an ou une dizaine d'heures par an, on n'a pas intérêt à le payer trop cher. Même s'il coûte cher à l'usage, c'est ce que représentent ces courbes. De toute façon, il faut investir pour produire ce kilowattheure dont les utilisateurs et les consommateurs ont besoin, mais on souhaite investir le moins possible parce que sans ça, on bloque du capital et économiquement, c'est pas une bonne opération. Voilà, donc ça, c'est ce qui sous-tend la logique dans un système tel que le nôtre aujourd'hui, donc d'investissement dans un système productif qui fait qu'on ne peut pas assurer une pointe avec le nucléaire, parce que l'énergie nucléaire, c'est les investissements lourds d'une part, et en plus, il se trouve que c'est un système qui ne se régule pas très bien, et on ne peut pas du tout faire du stop and go, le mettre en route et faire varier. Il a une puissance nominale, et donc les variations qu'on peut faire dessus sont très faibles. Donc on utilise d'autres moyens, plus souples, mais on le voit, qui ont d'autres inconvénients, notamment les coûts. Donc ça, c'est le schéma classique. Schéma classique qui correspond donc à un parc où là aussi, pour fixer les idées, les ordres de grandeur, donc on parlait de puissance, vous avez maintenant bien en tête, puissance maximale appelée autour de 93 MW. Sans doute ce jour-là, on a dû importer entre 5 ou 6 gigawatts pour assurer l'équilibre. Or, si on regarde quel est le parc installé, la capacité, on a, de façon nominale, une puissance d'énergie nucléaire de 63 gigawatts, vous avez vu, là c'est des mégawatts, donc gigawatts 1000 fois plus, mais voilà, donc de 63 gigawatts, ou 303 000 mégawatts. On a une capacité de puissance à partir d'énergie fossile, donc en combustible liquide, c'est des turbines à fioul, en combustible solide, c'est les centrales thermiques à charbon, en turbine à gaz. Et puis, donc tout ça, c'est le paquet énergie fossile, c'est celui qui fait du CO2 et qui fait du CO2 et d'autres polluants, et d'ailleurs qui sont taxés à des coûts relativement significatifs et qui alimentent ce qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes en France. Et puis, on a des sources non
carboné, l'hydraulique également, qui est un poste tout à fait important en France, puisque c'est la puissance hydraulique est de 23 gigawatts, elle est supérieure à la puissance thermique de pointe, et des sources d'énergie renouvelable qui en puissance sont faibles. On voit en énergie, elles sont en dessous du pourcent, elles vont être cette année, elles croissent très vite, c'est-à-dire la partie énergie en 2009 était en dessous d'1%, elle arrive à 1% en 2010. Donc ces éoliennes que vous voyez le long des autoroutes ou autres rentrent effectivement tout doucement dans le bilan énergétique et ils prennent une place de plus en plus, on ne peut pas dire importante, mais significative. Le 1% étant le seuil symbolique à partir duquel une technologie devient une technologie, je vais dire, mature, qui a droit de citer, qui est plus une curiosité expérimentale. Voilà, donc on a les énergies, on a les puissances, on a les énergies. Le total, 110 gigawatts, ce qui veut dire que si tout le parc, toute la puissance était disponible, on passerait, bien sûr, on aurait passé les 93 gigawatts sans problème. En réalité, tous ces appareils ne sont pas en fonctionnement en permanence, notamment parce qu'il y a de la maintenance, et en particulier 2009 avait été, il y avait eu un certain nombre de difficultés il y avait pas mal de tranches nucléaires qui étaient arrêtées. Donc il y a de la maintenance, et puis il y a des coûts élevés qui font qu'à des moments on préfère, il vaut mieux importer que de faire fonctionner ces systèmes polluants et à coût d'énergie élevé. Ce problème va s'alourdir puisque avec l'augmentation attendu du coût notamment du CO2 qui va finir par rentrer en application. Il y a déjà des taxes, mais sur lesquelles les fameux marchés quotas de CO2 finiront par s'appliquer. L'utilisation des combustibles solides, puisqu'une bonne partie de l'énergie derrière la base nucléaire, il y a quand même des centrales thermiques à charbon qui tournent assez longtemps en semi-base. L'hydraulique fournit beaucoup. Le problème de l'hydraulique, c'est que, ou l'avantage de l'hydraulique, c'est que c'est quelque chose, c'est des systèmes justement qui démarrent très vite, en quelques minutes, et donc l'hydraulique est très pratique pour assurer les pointes, mais les réserves, c'est les réserves d'eau qui sont dans les lacs de barrage, et donc la quantité d'énergie disponible n'est pas très très importante. Donc la puissance est forte, l'énergie qu'on peut utiliser, voilà, vous voyez à peu près, ça représente 2000 heures, ce qui est déjà pas mal, mais on peut pas tirer sur les barrages en permanence comme on le fait sur les centrales nucléaires. Donc l'hydraulique est un moyen de stockage. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, je dis que les besoins d'électricité augmentent un peu, évoluent beaucoup. Ils augmentent un peu parce que sur la période, en gros sur les 10 dernières années, l'augmentation de la consommation d'électricité est de l'ordre de 1 à 2% par an. Donc ça diminue. Bon, il se trouve qu'en 2009, pour un certain nombre de raisons, la consommation d'électricité a diminué par rapport à l'année précédente. Elle a diminué, disons qu'elle a augmenté pour les particuliers, mais elle a plus diminué dans le domaine de l'industrie pour les effets de crise et de diminution de la production que vous connaissez. Donc au bilan, de toute façon, en 2009, la consommation d'énergie, je vais dire, toute énergie confondue, a été en diminution par rapport à 2008. Une partie de la diminution quand même constante, c'est-à-dire l'inflexion dans la diminution de l'énergie qui est liée quand même aux politiques mises en œuvre, c'est quelque chose qui commence à se mesurer, à se voir, mais également l'effet, c'est complètement amplifié par l'effet de crise. Alors ça, c'est la première ligne, donc ça augmente un peu. Par contre, l'évolution dans les usages de l'électricité, eux, évoluent sensiblement, et il semblerait que ce ne soit pas fini. Donc, ce qu'on voit apparaître dans la consommation, c'est des tas de nouveaux équipements, la climatisation, la diffusion d'appareils électroniques, électriques dans les ménages qui sont de plus en plus nombreux. Derrière ça, je ne refais pas le couplet sur la gestion, la veille ou pas, enfin tout ce qui fait que le niveau de base de toute façon de consommation électrique augmente. En général, les frigos ont tendance à augmenter, même si leur performance, elle, est plutôt meilleure avec le temps. Elle s'améliore. C'est les impacts des labels, vous savez, les fameux A+. Et puis, il y a un nouvel usage qui nous intéresse particulièrement, qui est celui du véhicule et du véhicule électrique, qui est susceptible, là aussi, d'avoir un impact important. Alors, impact important, en énergie... J'ai pas été, mais vous avez vu que dans les transparents, dans le bilan énergétique, en fait, on avait quand même
plus de 29 terawattheures, pardon, 29 terawattheures qui avaient été exportés encore en 2008, qui est une année encore plutôt basse, puisque l'année dernière, en 2008, c'était 46 terawattheures qui avaient été exportés. Donc une quantité d'énergie importante qui est disponible, et également, vous voyez que notre taux moyen de production est sensiblement en deçà par rapport au parc nucléaire. On a encore les 44 gigawatts de moyenne par rapport aux 63 gigawatts installés, laisse quand même espérer qu'avec un meilleur fonctionnement, on avait une année particulière, il y a aussi là des marges de production électrique disponibles qui peuvent servir à autre chose qu'à de l'export. Et donc pour fixer cette idée-là, quand même, 15 millions de véhicules électriques, il va falloir un certain temps pour y arriver, 8000 kWh par an, 8000 km par an, puisqu'on est plutôt sur les petites voitures, et donc c'est l'utilisation quotidienne urbaine pour aller au travail, pour faire des tournées, mais on n'est pas sur... voilà, on retire en fait les 4000 ou les 4 ou 5000 km par an faits pour des déplacements longs. A priori, les véhicules électriques, en tout cas dans les 10 ou 15 ans qui viennent, ne seront pas faits pour ça. Une consommation d'ordre de 200 Wh par kilomètre, on peut en discuter, mais c'est quelque chose de raisonnable. Une voiture, le besoin d'énergie d'un véhicule moyen plutôt petit, c'est autour de 10 kW. Hein, c'est ce qui compense le frottement, les problèmes d'aérodynamique, enfin la résistance à l'avancement. Voilà, donc là il y a un facteur 2, hein, 10 kW, ça ferait 100 Wh au kilomètre pour à 100 km/h, voilà, il manquait un paramètre. Donc on est sur quelque chose de raisonnable. Ça fait, ce produit-là, ça fait 24 TWh. Donc, je veux dire, c'est moins, il y aurait 15 millions de véhicules électriques, encore une fois, en énergie, c'est moins que l'électricité exportée l'année dernière. Aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exporter, qu'il faut tout mettre dans un véhicule électrique, mais c'est pour donner, comment dire, bien que vous ayez en tête que dire un déploiement important du véhicule électrique, ça représente effectivement quelque chose comme plusieurs tranches nucléaires, mais le système électrique actuel permet d'absorber, en tout cas, il ne pose pas de problème de disponibilité en énergie. C'est autre chose, ensuite, quand on parle en puissance, parce que si les 15 millions de véhicules se branchent et appellent de l'énergie en même temps, là, ça ne passe plus du tout. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait gérer la charge des véhicules de façon intelligente, voire même que la seule façon de pouvoir développer un parc automobile sur notre réseau électrique est d'introduire de l'intelligence dans la gestion de ce réseau. Voilà. Et puis, au-delà des nouveaux usages, il y a effectivement ces nouvelles ressources qui ont certes des tas d'avantages, notamment de ne pas émettre de CO2, notamment de représenter des nouvelles voies de développement, des nouvelles voies de croissance, donc des nouveaux emplois, de la nouvelle activité, de la valeur ajoutée. Mais elles ont un inconvénient assez significatif, qui est que ce sont des sources intermittentes. C'est-à-dire, le vent, les éoliennes fonctionnent quand il y a du vent. Si on a un gros anticyclone, il n'y a pas de vent. Il y a un atout qui est qu'on dispose en France, en fait, on a 3 régimes climatiques entre la partie centrale, la partie atlantique, la côte ouest, la côte méditerranéenne. Et donc ces régimes, le régime continental, font qu'il est rare qu'on ait exactement le même climat sur toute la France. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Regardez, vous avez en tête les cartes météo, il y a toujours le nord, le sud, des lignes en travers entre la Picardie et le golfe du Lion. Donc on a en fait des régimes de vent assez variés, qui fait qu'une partie de la France est en général assez ventée. Mais il y a des moments où effectivement il y a des gros anticyclones et où il n'y a plus beaucoup de vent. Le soleil, c'est pareil. Le soleil, d'abord, il n'y en a pas la nuit. Donc déjà, on divise par 2 la disponibilité de la ressource, plus les intermittences liées à la météo, on divise encore par 2, plus les effets d'incidence d'angle et autres. Donc effectivement, quand on arrive à avoir 2000 heures, ce qui est un ordre de grandeur, 2000 heures de fonctionnement comment dire, la valeur nominale de ces capteurs solaires, c'est pas mal, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc la gestion, c'est-à-dire qu'on va avoir des entrées aussi de puissance sur notre réseau. Alors, intermittent, ça ne veut pas dire aléatoire. Intermittent, ça veut dire qu'effectivement, des moments on l'a, des moments on ne l'a pas. Ce n'est pas aléatoire parce qu'en général,
plus en général, les effets météorologiques sont prévisibles, avec un pas de temps plus ou moins long, mais on sait à l'avance s'il va y avoir du vent, beaucoup ou pas beaucoup. On sait à l'avance s'il ne va pas y avoir de nuages du tout, ou s'il va y avoir des passages nuageux, ou si ce sera complètement bouché. Donc de cette façon, là aussi, la façon d'anticiper l'utilisation de l'énergie et donc de gérer ces ressources à partir d'un dispositif qui est un réseau, dès lors qu'on est capable d'anticiper, d'analyser ce qui va se passer et de commencer à jouer sur les besoins, cette façon de réguler les utilisations qu'on peut faire de l'énergie selon des règles établies et qui ne sont pas aujourd'hui, on a quand même des possibilités assez nombreuses pour intégrer ces ressources, fussent-elles intermittentes, à nos réseaux électriques. Alors, notre réseau électrique en évolution, en effet, le réseau des années 90, on ne se posait pas du tout de questions. Donc, on avait un parc de production, des réseaux de transport, des consommations, tout ça, ça allait du haut vers le bas. Et la seule règle était de faire en sorte, à chaque instant, que le parc de production soit capable de fournir l'appel de puissance demandée par les utilisateurs. Donc ça se faisait en ayant un certain nombre de machines, on appelle des machines tournantes, prêtes à démarrer. Et quand il y avait des appels de puissance, on lâchait les barrages et puis on avait nos machines tournantes qui se mettaient à produire pratiquement en temps réel par rapport aux appels, encore une fois, au-delà de la base, qui elle est relativement connue. Vous avez vu que sur les courbes, en tout cas sur le long terme, ou même sur le cycle journalier, on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer entre la prévision et la réalisation. Le réseau actuel a commencé à devoir intégrer un peu de régulation, notamment pour prendre en compte les parcs éoliens qui commencent à se développer. Donc on voit qu'on a des postes de communication, en tout cas qui permettent de gérer ce qui arrive sur les réseaux. Et des fois, un certain nombre de parcs éoliens qui produisent ou qui sont susceptibles de produire ne sont pas connectés au réseau parce que ça poserait des problèmes d'avoir à ce moment-là un apport de puissance sur une ligne. Donc il y a déjà des régulations qui se font avec des tarifs de rachat sur différentes tranches et des périodes où le parc est productif mais où en fait l'énergie produite n'est pas achetable par le gestionnaire du réseau ou par les clients. Donc on a déjà un premier niveau de régulation. Ce que je dis là introduit un des éléments qui va être dans nos exercices de prospective, un élément clé qui avait été évoqué par Pierre Papon la semaine dernière, qui est le stockage de l'énergie d'une façon générale. C'est un facteur tout à fait essentiel dans toutes les représentations qu'on peut faire des réseaux intelligents à moyen et long terme. Le prochain réseau, et je dis le prochain parce que je ne veux pas encore l'appeler vraiment le réseau du futur, celui-là, c'est celui qui va être mis en place avec les compteurs intelligents. C'est presque un débat actuel, hein, l'installation de compteurs qu'on appelle le Linky, qui est en expérimentation notamment à Tours et en Touraine, me semble-t-il. En tout cas, ces compteurs-là, donc ça remplace le compteur électrique chez le consommateur. Et ça, au lieu que ce soit juste un relevé, il y a effectivement une communication et donc un certain nombre d'informations qui, en temps réel, permettent de connaître la puissance appelée, et bien sûr en l'intégrant sur la durée, les consommations, et éventuellement de renvoyer une commande, puisqu'il doit y avoir prévu dans cet appareil, on appelle 2 contacts secs, en tout cas un qui peut reprendre la fonction de gestion des chauffe-eau solaires, lapsus intéressant, des chauffe-eau électriques à accumulation, puisqu'en fait, un des moyens, mais très efficaces, et qui a été mis en place très tôt par EDF, qui avait justement pour réguler son réseau, a été, pour gérer les heures creuses, d'introduire pratiquement très tôt, enfin après la guerre, des chauffe-eau à accumulation qu'on met en route avec un tarif préférentiel la nuit et qui sont une façon de stocker sous forme d'eau chaude, en fait, de l'électricité, puisque on a un usage, on a un besoin d'eau chaude, et donc on va utiliser de l'électricité à un moment où on en a plutôt en surabondance pour la stocker dans des ballons d'eau chaude et fournir ce service aux utilisateurs.
Donc cette fonction-là, bien sûr, il faut que le compteur la prenne. Et il y a un autre contact qui permet d'envisager d'autres commandes, mais qui sont pas implémentées, sachant que le RT, enfin les gens qui installent ces compteurs-là et qui en sont responsables, n'ont pas forcément la vocation à produire des services énergétiques vis-à-vis des utilisateurs. C'est-à-dire, on est encore sur des systèmes où le fournisseur d'électricité et où les gestionnaires de réseau ont un horizon qui s'arrête au niveau du compteur électrique. Or, on perçoit bien que ce qui se passe derrière le compteur électrique est quand même essentiel dans la façon dont les besoins sont gérés, dont l'électricité, dont la puissance est appelée. Et donc là aussi, une utilisation, disons, optimisée des usages électriques dans la durée, au cours de la journée, peut permettre, avec changement sans doute peu ou pas d'inconfort produit, de pouvoir lisser certains appels. Typiquement, un convecteur qui s'arrête 10 minutes, la température ne baisse pas dans la pièce. Un frigo qui s'arrête un quart d'heure, la température, ça ne modifie pas. Les aliments qui sont dans le frigo ne risquent pas d'en pâtir particulièrement. Donc il y a un certain nombre de possibilités qui permettent de jouer sur les besoins d'électricité dès lors qu'on a des stratégies, des règles, que les gens sont prêts à les accepter, et qu'on a des dispositifs suffisamment performants pour gérer tout ça en fonction d'objectifs justement de consommation et d'émissions de CO2. Donc je l'appelle le prochain réseau. Ce n'est pas forcément le réseau du futur que je suis en train d'esquisser à travers les fonctionnalités de commande. Alors, ce réseau, si on commence à mettre un petit peu dedans tout ce qu'on aimerait y trouver, voilà, donc on a effectivement des productions. Je vais faire des zooms plus simples. Voilà, donc déjà quelque chose qui est intéressant, on parle de réseau électrique, mais il y a d'autres formes d'énergie, notamment sous forme gazeuse. Et puis, moi, j'aime bien parler de l'hydrogène parce que c'est quelque chose qui n'est pas certain dans son entrée dans le système énergétique, mais c'est quelque chose qui a quand même qui a un certain nombre d'avantages. D'abord en matière de pollution, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de carbone, donc c'est un vecteur énergétique propre, en tout cas à l'utilisation. Après, il faut voir comment il est produit. Mais on a vu tout à l'heure, j'ai fait un petit schéma où on voyait qu'on pouvait faire de l'électricité renouvelable à travers l'électrolyseur, fabriquer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. On a donc de l'hydrogène, de l'oxygène, réutiliser l'hydrogène, dont la production, enfin la réutilisation, l'oxydation redonnera de l'eau et de l'énergie, notamment de l'électricité et des piles à combustible. Donc on a notre réseau qui est capable, d'une part, d'avoir une production d'hydrogène qui peut être stockée là sous forme gazeuse, cet hydrogène pouvant être réutilisé pour faire de l'électricité pour des voitures électriques, utilisé pour mettre directement de l'hydrogène dans des voitures qui auront une pile à combustible, ce qui sera plus efficace que de refaire de l'électricité pour recharger une batterie. Ça peut également être utilisé dans des piles à combustible en pied d'immeuble pour faire de la cogénération, puisque même si le rendement d'une pile à combustible est, entre 50 et 60%, ça veut dire qu'il y a 40% de chaleur, et donc cette chaleur, on a intérêt aussi à l'utiliser sous forme dans des réseaux adaptés. Donc notre réseau du futur, cette fois-ci, on ne sait pas très bien, c'est une hypothèse, devra intégrer ce type de fonctionnalité. Notre réseau du futur, il intègre également nos énergies intermittentes, les éoliennes, des centrales solaires, de la production également à partir de biomasse. Il intègre ce qu'on appelle les centrales électriques à basse émission, c'est-à-dire on va encore utiliser pendant un bon moment, et surtout chez nous en France, mais encore plus dans des pays, on pense évidemment à l'Inde, à la Chine, mais il faudra des pays comme l'Australie ou l'Amérique du Nord également utilisent beaucoup de charbon. Et donc là, il y a des solutions que j'évoquais aussi tout au début de façon assez furtive, qui étaient le captage et le stockage du CO2 produit dans ces centrales dans le sous-sol. Sachant que, d'ores et déjà, les autorisations de construction des centrales thermiques elles doivent être CCS ready, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les tuyaux, que l'installation est prête, mais on réserve maintenant sur toutes les centrales thermiques
la place suffisante pour intégrer des systèmes de capture du CO2 qui sont des équipements relativement importants. Je ne rentre pas sur les technologies liées à la capture, au stockage du CO2. Voilà. Et puis, le dernier élément de notre réseau, là aussi, j'avais parlé tout à l'heure, j'en parlais en parlant des utilisateurs, et qui a la notion de micro-réseau, puisque dès lors qu'on va avoir des sites avec une production locale, la meilleure gestion qu'on puisse faire, dès lors qu'on a un bon niveau de mutualisation, c'est de commencer à utiliser cette énergie localement. Quand je parlais de la consommation des véhicules autour de 24 TWh, c'est-à-dire les 15 millions, c'est le même ordre de grandeur aujourd'hui des pertes électriques sur le réseau. Les pertes électriques sur le réseau, c'est entre 10 et 15% de l'électricité produite. C'est l'équivalent de cette centrale nucléaire, cette tranche nucléaire qui sont perdues sur les réseaux par les pertes, effets Joule, un certain nombre de phénomènes physiques qui limitent aussi, qui interviennent quand on transporte l'électricité. C'est pour ça qu'en fait, là aussi, les rendements, quand on parle des rendements, un rendement de production, enfin, ça joue toujours dans les écarts entre énergie primaire et énergie finale. Dans le rendement, typiquement dans le rendement d'une centrale thermique ou nucléaire, autour de 35%, il faut rabattre en fait de 10% le rendement dès lors qu'on est à l'utilisation. Et puis là aussi, encore une fois, des stockages, un micro-réseau qui va produire son électricité photovoltaïque, ce sera effectivement que de l'électricité. Dès lors qu'il y a un peu de cogénération, des piles à combustible, on va avoir de la chaleur. Avec de l'électricité, on peut envisager des stockages chimiques, donc on va avoir des réactions, Pierre avait très bien expliqué ça la semaine dernière, qui permettent de jouer sur des changements, sur des réactions chimiques endothermiques dans un sens et exothermiques, enfin dans un sens, voilà, on leur donne de l'énergie et quand la réaction inverse va produire de la chaleur. Il nous avait montré agiter son bâton lumineux, et puis également la possibilité de faire du stockage thermique, soit à partir de la chaleur des équipements de cogénération, mais aussi, c'est pas interdit d'avoir des capteurs solaires thermiques. Au niveau technologique, c'est pas très compliqué, et ça devrait se développer et coûter de moins en moins cher. Donc voilà, autour du réseau, les éléments de technologie, mais également toutes ces ressources et tous ces usages. On y trouve donc les habitations. Je n'ai pas refait les zooms, mais bien sûr, il y a toute la production, les usines, les bâtiments, le tertiaire, et également donc les véhicules. Et donc là aussi, on va se rapprocher d'une problématique très large autour de ces équipements. Voilà. Et puis, ce schéma, effectivement, si on trouve qu'il n'est pas assez compliqué, il faudrait y rajouter les réseaux gaziers, parce que le gaz aussi est un vecteur énergétique qui a son importance et qui est également connectable et peut se substituer à divers usages qu'on a évoqués là. Et les réseaux de chaleur, j'en ai parlé aussi, c'est-à-dire l'eau chaude est aussi un vecteur. Donc en fait, on a trois vecteurs, enfin trois formes de vecteurs entre l'électricité. C'est vrai qu'il y a quand même qui est assez attractif, qui a quand même beaucoup de qualité. Voilà, c'est facile à connecter, c'est beaucoup plus facile, imaginez, on voit bien, de connecter deux fils électriques que ne serait-ce que de faire un branchement de gaz ou même un branchement d'eau chaude. Donc on a un très beau vecteur l'électricité, on a un vecteur complémentaire qui pourrait être l'hydrogène, sachant que l'hydrogène, si on a une production, je reviens sur mes productions intermittentes, quand on va monter en puissance, on va avoir de plus en plus, j'évoquais le fait que déjà, des fermes éoliennes qui commencent à produire des quantités, enfin quelques centaines de mégawatts, peuvent effectivement produire à des moments où on n'a pas vraiment besoin d'énergie. Donc le stockage de cette énergie intermittente, notamment par l'hydrogène, est une option. Et cet hydrogène, si on a des dispositifs proches, type pile à combustible pour le réutiliser dans des véhicules, c'est une très bonne solution. On peut aussi envisager de décarboner le gaz naturel en remettant une partie de cet hydrogène dans le gaz. Aujourd'hui, les spécialistes disent qu'on peut mettre 10% d'hydrogène dans le gaz naturel, dans notre réseau, sans problème particulier, un petit peu comme on le fait avec les biocarburants dans l'essence ou dans le gasoil. Donc c'est aussi une façon de diminuer le niveau de carbone dans le gaz. Accessoirement, ça augmente son pouvoir calorifique au passage, puisque l'hydrogène est le vecteur le plus énergétique
en unité, par unité de masse. Bien sûr, il faut beaucoup de volume, puisque c'est également le corps le plus léger, donc il faut un volume important pour avoir une masse significative. J'en arrive sur la dernière partie qui est maintenant qu'on a vu à peu près tous les enjeux et tous les paramètres des réseaux. On est incollable maintenant sur le réseau électrique, sa production, la puissance, le parc. Donc je vous présente les résultats de travaux qui ont été faits avec un certain nombre d'experts dans ce qu'on appelle des feuilles de route. Donc voilà, il y a une feuille de route qui s'appelle sur les réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables. C'est quelque chose qui est téléchargeable sur le site de l'ADEME. Et là, je vais vous rapporter les principaux résultats de ce travail-là. D'abord, donc cet exercice, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il en est ressorti qu'il y avait 3 paramètres en fait, qui allaient complètement influencer le devenir des réseaux et leur évolution. Le premier, de façon un peu évidente, c'est le niveau d'intelligence, c'est-à-dire effectivement jusqu'où on peut introduire de la capacité de calcul, de la capacité d'action sur des dispositifs aussi variés que le sont bien sûr la production d'énergie, avec tout, on a vu toutes les formes que ça peut prendre, mais aussi tous les usages, et on peut aller jusqu'à tous les usages chez les utilisateurs. Donc ça, c'est un premier paramètre dont on voit bien, selon qu'on sera capable ou pas d'aller plus ou moins loin, bah, ça va jouer sur ce qu'on pourra faire avec le réseau. Le deuxième, qui est également deuxième paramètre clé, ça va être le degré et la forme de décentralisation. On part d'un système qui est très décentralisé. On peut, et vous verrez, ça fait partie des scénarios, avoir un système qui intègre des énergies renouvelables, mais en restant quand même sur une architecture centralisée. C'est des grandes fermes éoliennes, c'est des grands champs de capteurs. On garde en fait un schéma global qui est proche du schéma actuel, centralisé. Mais par contre, on voit qu'il y en a également la possibilité, et sans doute à long terme, dès lors qu'un certain nombre de projets comme le bâtiment énergie positive, le développement des toits solaires se développent, la décentralisation peut prendre une forme de plus en plus forte. Donc voilà, on a un axe sur lequel le degré, la forme de la décentralisation est susceptible là aussi d'influencer l'architecture des réseaux et la façon dont ils sont gérés. Et puis, troisième paramètre qui est complètement lié, en fait, cette fois-ci, je vais dire plus du domaine de l'économique et des jeux d'acteurs, c'est la régulation, mais au sens plus réglementaire. Comment on régule la production et l'utilisation, quels sont les modèles d'affaires et donc les opportunités de développer des nouveaux services. On verra qu'il y a un certain nombre de nouveaux services qui peuvent se développer. Ils sont déjà, on commence à percevoir quelques propositions justement autour des réseaux intelligents, même si les produits n'existent pas. En tout cas, les discours, l'évolution du discours sur les services qui peuvent être apportés, y compris dans la façon de gérer son énergie, commence à se faire jour. Et puis derrière, effectivement, les jeux d'acteurs, de nouveaux acteurs. Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent? Est-ce que nos citoyens deviennent des producteurs actifs sur des places de marché? Si on a un développement des outils informatiques, c'est pas impossible, c'est pas invraisemblable. Voilà, donc entre la façon dont ces 3 paramètres vont s'articuler permet de construire des visions et des scénarios assez différents pour les 40 ans qui viennent. Donc là, on rentre, là, j'ai plus de petits dessins, ou de petites photos, on rentre là on est plus dans le conceptuel. Voilà, donc, quoi qu'il advienne, ce sur quoi tout le monde est d'accord en disant, de toute façon, ce qui est là, ça va se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est effectivement l'intelligence des systèmes à travers les réseaux, des services apportés, services de mobilité, donc des véhicules électriques en ville, comme il y a le Vélib, d'avoir effectivement de l'autopartage ou des services de location de véhicules. C'est des choses, c'est presque déjà des coups partis, et donc ça, voilà, c'est incontournable. Le développement aussi du pilotage des usages énergétiques. On parlait du plus ancien qui est le ballon d'eau chaude. Il y en a d'autres immanquablement qui vont se développer. Dans le tertiaire, ça commence à être le cas. Chez les particuliers, c'est probable. Deuxième évolution également sur laquelle tout le monde s'entend. Donc derrière ce que permet de faire l'intelligence des systèmes, ce sont les objets proprement dits, les produits, donc les objets de consommation, les véhicules urbains qui vont se développer.
la façon dont les installations de production également vont s'adapter aux différents systèmes, à différentes typologies de systèmes électriques. Ce sont également des choses qui sont, sur lesquelles tout le monde pense que là, il n'y a pas de doute. Quelque chose également sur lequel tout le monde s'entend, c'est l'amélioration de la prédictibilité de la consommation et de la production. Vous avez vu, quand je vous ai montré la puissance instantanée appelée à 19 h tout à l'heure, c'était une prévision. Si on prenait ce qui s'est passé dans cette prévision, elle est déjà corrigée par rapport à ce matin. C'était 82 000 ou 83 000 prévus ce matin. En fait, ça a été ajusté à 14 h à 82 800. On est dans des ajustements au pourcent, mais on est déjà dans de la prévision qui est très fine. On est sur du temps relativement court. Les moyens de calcul, l'imagination, la créativité également des scientifiques, des mathématiciens qui travaillent sur les stats ou autres, font que ce soit sur la prédictibilité de la météo, des besoins, mais même également d'un parc de production de plus en plus diffus, c'est quelque chose qui est admis. Et puis, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très bien transcrit dans la phrase qui est là, qui est de dire un autre paramètre essentiel qui prend aussi de plus en plus de poids, c'est la façon dont la société dans son ensemble accepte ou pas des solutions technologiques ou organisationnelles. Elle les reçoit bien, elle les reçoit mal. En tout cas, il y a un certain nombre de faits, de façons de procéder, d'échanges, presque de démocratie dans les choix qui font que ça peut accélérer ou freiner le rythme, la nature des solutions qui vont se déployer. Ça veut dire on n'est plus dans une période où on a l'impression qu'on peut forcer une société qui n'a pas envie d'une technologie à l'adopter malgré elle. Donc c'est un des paramètres aussi qui est susceptible de jouer. Voilà. Donc c'est pas susceptible, là on est vraiment sur, en gros, les 4 points sur lesquels tout le monde est d'accord et quels que soient les scénarios, ces points restent intangibles. En tout cas, sont réputés comme tels. Derrière ces incontournables, c'est le nom qu'on leur a donné, il y a effectivement quels sont les espaces de liberté. Ça veut dire là où il y a effectivement des choses qu'on maîtrise moins bien et qui peuvent être en partie aussi le résultat de ce qu'on a vu précédemment. Donc, première chose qu'on ne maîtrise pas vraiment aujourd'hui, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, le niveau de décentralisation des systèmes énergétiques. On parlait des quartiers, on parle des maisons énergie positive. Est-ce qu'il y a des quartiers qui se développent, des communautés? Les Japonais parlent effectivement de smart communities. Oui, on parle de villes durables, de maisons, bâtiments énergie positive. L'Europe parle de smart towns. Chacun culturellement a des définitions, des mots un peu différents, mais tout ça va quand même vers l'idée d'avoir des espaces plus ou moins importants de mutualisation, d'optimisation, d'organisation de la production et de l'utilisation de l'énergie. Mais la granulométrie est quelque chose, a priori, qui est à construire et sur lequel on ne peut pas se prononcer aujourd'hui. Donc, derrière, un petit peu en corollaire, il y a tout ce qui est lié à une mutualisation énergétique, mais plus organisationnelle, fonctionnelle. On parle des fois d'économies de fonctionnalité, on parle d'écosystèmes industriels, en tout cas du fait que des acteurs, entre ceux qui consomment à un moment, ceux qui produisent à un autre, plutôt que d'être dans des systèmes fermés, s'organisent aussi pour optimiser leur flux de façon à réduire l'impact de façon globale et les besoins de façon globale. Pareil, il y a un certain nombre de choses. Il y a également, est-ce qu'il y a des infrastructures de transport de CO2 ? Ça fait partie des zones d'activité. Typiquement, il y a aujourd'hui, c'est pas un secret, la zone de Fos-sur-Mer, le port du Havre ont des études pour offrir, en fait, en plus de l'espace et des services liés au développement industriel, des réseaux d'évacuation, j'allais dire, du CO2 de façon à pouvoir réduire l'impact CO2 des industries qui viendraient s'établir sur ces sites-là. Ça fait partie des infrastructures offertes. Voilà, on offre l'électricité, des surfaces,
de la main-d'œuvre qualifiée aussi, ça fait partie des capacités de recherche, d'accompagnement, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. Parmi les facteurs d'attractivité, la gestion du carbone devient également un des termes de l'équation. Autre facteur sur lequel qu'on maîtrise moins bien, on maîtrise moins bien l'émergence ou pas, c'est justement les formes de stockage qui peuvent se développer. Alors là, on parle de stockage stationnaire. Il y a aussi, à différentes échelles, est-ce qu'on a des stockages très diffus. En gros, il y a une cité au Japon, Ota City, où il y a 500 maisons solaires. Les 500 maisons solaires ont chacune un stockage permettant un stockage sous forme de batterie. C'est une expérimentation. Donc là, on a un truc très diffus puisque chaque système a son propre stockage d'énergie. Mais il y a d'autres expérimentations, au contraire, je pense en France à la Réunion, où il y a 6000 m² de capteurs et une grosse pile d'un mégawatt de stockage Pierre, aide-moi, c'est du soufre. Oui, non, c'est pas une pile à combustible, c'est une pile Mitsubishi. Excusez-moi, la technologie me sort de la tête. Enfin voilà, c'est une grosse pile de stockage stationnaire. Par contre, avec là beaucoup d'énergie stockée et une capacité de restitution en puissance également importante. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont variables. Également, ce qui peut bouger, différent, c'est ces cadres de régulation et les business models, pour parler en bon français, qui vont avec. Donc à partir de là, on a deux horizons qui se déterminent, un horizon à 2020, un horizon à 2050. Donc l'horizon à 2020, déjà, il y a quelque chose qui fait partie, sauf accident notoire, mais qui est dans la loi, enfin qui est lié au Grenelle, qui est effectivement l'introduction d'énergie renouvelable à hauteur de 25 gigawatts éoliens jusqu'à 25 gigawatts et 5 gigawatts de solaire. Ça, ce sont en gros, c'est des plans d'investissement qui sont programmés. Ce que ça nous dit, si on arrive à ces niveaux-là, c'est que jusqu'à 20 gigawatts, on va avoir l'amélioration des systèmes de prédiction. Enfin, on sait faire, compte tenu de notre capacité à améliorer les systèmes de prédiction, compte tenu de l'optimisation de l'insertion de la production décentralisée, parce que justement, elle va rester à cet horizon-là encore relativement... il n'y en aura pas encore trop décentralisé et il y aura des grosses fermes qui se comporteront un peu comme des sites, j'allais dire, traditionnels. Vous faites comme des centrales de production plus massives. Donc l'évolution des réseaux de distribution prévus peut rester faible. On a derrière ça la sécurisation sur le plateau continental lié à l'interconnexion des réseaux de transport européens. Tout ça devrait également être plus facile. Et puis il y a un point qui n'est pas négligeable justement, y compris au niveau européen. On a vu qu'on avait déjà une grosse capacité de stockage hydraulique au niveau français, puisque, je l'ai donné un peu en statique, mais également ça peut être utilisé en système, puisque on turbine, c'est-à-dire on turbine au silo, c'est-à-dire qu'on a l'électricité, on remonte l'eau dans les barrages, pardon tous, pour pouvoir récupérer cette énergie quand on en a besoin. Donc on a déjà en gestion, avec l'hydraulique, une capacité significative de stockage d'énergie électrique en turbinant en heure creuse et en récupérant ça de façon classique quand on en a besoin. Donc ça, jusqu'à 20 gigawatts, on sait faire en suivant, j'allais dire, les améliorations incrémentales et compte tenu du fait que, notamment, le stockage hydraulique, qui est déjà important au niveau français, est encore plus au niveau européen, et donc avec les décalages horaires et une gestion affinée, ça passe. Au-delà, on a besoin, pour passer au-delà des 20 gigawatts, on a besoin de développer du stockage, sans doute du stockage diffus pour partie. On a besoin d'avoir un stockage dédié aux grands équipements. Typiquement, une ferme éolienne devra avoir à proximité une capacité de stockage. Ça peut être du stockage électrique avec des grosses batteries. Ça peut être aussi des steppes, donc des eaux dans lesquelles on va remonter de l'eau. Alors là, on ne va pas le remonter au des montagnes parce qu'on n'a pas partout des montagnes, mais on peut avoir des choses qui ressemblent un peu à des digues ou à des lacs artificiels qui permettent, on appelle ça des steppes, qui permettent de stocker de l'énergie sous forme d'énergie potentielle en remontant de l'eau.
On peut aussi, il y a aussi des projets expérimentaux, moins développés, mais avec de l'air comprimé, qui est aussi une façon, en comprimant de l'air, de stocker de façon temporelle de l'énergie électrique. Donc on a besoin effectivement de développer du stockage. On a besoin d'améliorer la gestion dynamique de la charge, donc ça veut dire de l'utilisation de cette énergie. Donc commencer à être actif sur la façon dont on utilise, ça veut dire à des gens, utilisez plutôt de l'électricité maintenant, mais vous en utiliserez moins tout à l'heure. Alors ça peut se faire sur des usines de façon assez massive. Toutes les usines ne fonctionnent pas en continu. Il y a un certain nombre de procédés qui sont dits en batch, par paquet, et dont on peut avoir des gestions qui utilisent moins d'énergie un moment par un autre. Encore une fois, grâce à l'amélioration de la prédiction, c'est pas complètement par surprise, on leur dit vous arrêtez tout de suite. Ça veut dire plusieurs jours à l'avance, on peut organiser un système de production, moyennant des coûts attractifs pour le faire, pour intégrer pour être capable d'effacer ses besoins à un moment. Pour l'instant, ça nécessite la mise en œuvre de dispositifs qu'on n'a pas encore déployés, mais qui ne posent pas de problème particulier. Et donc tout ça, encore une fois, l'intelligence à rentrer dans tout ça pour que ça fonctionne, mais j'allais presque dire aussi l'intelligence des acteurs eux-mêmes pour accepter ces évolutions dans l'utilisation de l'énergie. Sachant qu'il est toujours plus simple de rien faire et de rester comme avant que de rentrer dans des démarches de changement. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui vivent de l'accompagnement du changement. Donc j'en arrive en fait sur la fin de cet exposé en balayant donc 4 scénarios qui ressortent de ce travail d'experts. Donc 2 scénarios à une vision 2020 qui est prolongée en fait sur des visions sur 2 autres scénarios à 2050. Donc, premier scénario, en fait, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a une demande donc à 2020, ce qu'on l'appelait flexibilité de la demande. Donc, il faut qu'on commence à jouer sur la façon dont on utilise l'énergie, mais le stockage est adossé aux grandes unités de production. Ce qui veut dire que derrière ça, on continue d'optimiser le dimensionnement et la localisation des sites. C'est-à-dire, on va éviter de miter le territoire avec des éoliennes, et c'est déjà des éléments de politique qui commencent à être mis en œuvre en regroupant, alors de préférence bien sûr dans des endroits où il y a du vent, mais aussi dans des endroits où on aura un certain nombre de facilités à renforcer éventuellement les infrastructures de réseau pour faciliter l'utilisation de cette énergie produite en quantité significative. Donc effectivement, c'est une optimisation du dimensionnement, c'est-à-dire c'est pas la peine de faire trop gros si on ne peut pas acheminer l'énergie. Il y a un optimum là aussi entre ce dont on est capable de disposer comme infrastructure ou de renforcer à des coûts raisonnables et la taille qu'il faudra donner aux équipements. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait on ne touche pas de façon significative à l'architecture, on garde notre système actuel, on reste proche de l'architecture actuelle. C'est ce que je disais, la production est intermittente, mais quelque part quand même centralisée, donc le schéma global est peu modifié, il est juste géré plus intelligemment. On a quand même besoin, il faudra utiliser les possibilités de stockage de masse, notamment que nous donne la grande hydraulique, et sans doute effectivement ce que je disais tout à l'heure en la mutualisant au niveau européen. Et puis, on commence à avoir effectivement besoin d'un pilotage des usages. Mais on voit que c'est une évolution à l'horizon 2020 relativement en continuité avec le réseau actuel, avec ce qui est en train de se passer, qui ne demande pas des grands chamboulements organisationnels. Le deuxième, encore une fois, 2020, c'est assez tôt, hein, c'est dans 10 ans, on va y être très vite. Donc, on a toujours cette flexibilité de la demande qui est inhérente, hein, c'est-à-dire on ne remet pas en cause, flexibilité de la demande, c'est-à-dire on ne remet pas en cause notre courbe quotidienne ni annuelle. Par contre, dans celui-là, on a effectivement un système plus décentralisé, donc on est plus, hein, je veux dire, on est soit plus centralisé, donc là on va plus vers de la décentralisation, donc on a des producteurs décentralisés avec la mise en place de nouveaux acteurs, je vais en reparler après. On a besoin ce stockage qui est plus diffus, il faut le piloter, donc il faut plus d'intelligence, il faut également plus d'interaction entre les besoins et cette énergie qu'on a forcément besoin de stocker dès lors qu'on est beaucoup plus... Enfin, dès lors, c'est l'autre possibilité, dès lors que les systèmes plus diffus se développent,
que les possibilités de répartition, qu'il y a plus de volonté de développer localement, territorialement des ressources, et donc on va vers une plus grande décentralisation que dans le scénario numéro 1. Derrière, ça veut dire qu'on a effectivement besoin, sans doute des évolutions dans la façon d'utiliser l'énergie, c'est-à-dire ce producteur, utilisateur va avoir à arbitrer en fonction de ses propres intérêts ou d'intérêts collectifs entre est-ce que je revends mon électricité, ce qui est le cas systématique actuellement, est-ce que j'ai plutôt intérêt à l'autoconsommer, donc d'une part je peux le stocker, vaut mieux que je l'utilise chez moi directement plutôt que de le revendre pas trop cher. Voilà, donc on est là maintenant sur un schéma un peu plus compliqué dans lequel la notion de réseau intelligent prend un peu plus d'ampleur que dans le scénario précédent. Et derrière ça, ça veut dire des tarifications qui sont également sensiblement modifiées, et puis des nouveaux opérateurs, typiquement des agrégateurs capables de gérer une offre de stockage, donc une offre d'énergie, à mettre sur un réseau avec là aussi des conditions de coût, de disponibilité qui se négocient, qui sont des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est à l'horizon 2020, de façon un petit peu synthétique, deux scénarios, un qui correspond à le prolongement de ce qui est en train de se passer pour l'instant, un autre qui intègre le fait que le développement, qui a effectivement une volonté d'aller vers plus de décentralisation et de gérer de façon plus décentralisée la production d'énergie. On est beaucoup sur l'électricité, mais derrière, c'est quand même l'ensemble des usages énergétiques qui sont concernés. Vision 2050, donc le troisième scénario, on retrouve, c'est la suite, le scénario 3 et donc la suite du scénario 2, mais projeté à 2050. Donc l'architecture reste centralisée. Par contre, on a effectivement un déploiement des bâtiments à énergie positive qui devient beaucoup plus significatif, qui devient très important, même qui devient majoritaire. Donc il y a de toute façon une production décentralisée, mais une gestion qui reste, elle, assez fortement semblable à ce qu'elle est aujourd'hui. Par contre, il faut travailler de façon beaucoup plus fine la demande, c'est ce que j'évoquais en disant qu'il va falloir piloter à l'intérieur de façon à commencer à jouer sur l'effacement, à ne pas avoir trop de pointes et à choisir les moments où on a le plus de besoins en fonction de celui où on aura le plus d'énergie disponible. Et puis on voit apparaître à cet horizon-là la convergence bâtiment-transport qui devient une option aussi, à savoir si je produis de l'électricité sur mon toit, je peux la mettre sur le réseau, je peux aussi charger la batterie de mon véhicule. Au niveau du réseau continental, c'est une option qui est intéressante, mais qui se discute parce qu'on a la possibilité de mutualiser assez facilement et de compenser avec des pays qui ont des horaires différents. Par contre, en milieu insulaire, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel parce que là, la question est tout à fait différente. Dans le milieu insulaire, qui sont des réseaux plutôt fragiles où tout le monde a les mêmes besoins en même temps, c'est une très mauvaise idée que de mettre une voiture électrique sur le réseau. C'est-à-dire les gens qui brancheraient leur voiture électrique sur le réseau qui est fragile, ce n'est pas du tout une bonne solution. Par contre, on développe l'énergie solaire à ce moment-là. Il y a vraiment un intérêt de mettre directement l'énergie solaire captée directement dans la batterie du véhicule. On a directement le stockage. Ça coûte, ça coûte pas plus. En coût d'infrastructure, c'est très réduit. C'est du circuit court, ce qui veut dire installer sur les parkings chez soi la possibilité de se connecter. On est en courant continu basse tension. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et en tout cas, on voit que si on est en milieu insulaire ou en milieu continental, les stratégies sont sensiblement différentes. Bon, je passe vite. Mais c'est un élément de ces scénarios, de toute façon, à l'horizon 2050, qu'il faut prendre en compte et qui joue là aussi sur la disponibilité de l'énergie et la façon dont on va pouvoir, mais ça donne aussi des marges de liberté dans la façon de gérer sa puissance, ou d'optimiser en tout cas l'énergie utilisée par rapport à la puissance disponible. Et puis le scénario 4, là, c'est la généralisation du développement d'une énergie mutualisée au niveau plus local. Donc on a là les clusters intelligents, donc ces grappes qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma. Évidemment, là, on a une évolution forte de l'architecture des réseaux. Encore, il restait relativement conservé dans le scénario 3. Le déploiement des technologies de l'information est
complètement la clé en fait de ces développements-là. Et derrière ça, on voit là encore deux variantes. Une variante qu'on appelait la variante Internet, c'est celle d'un marché où tous les acteurs effectivement peuvent pratiquement, avec leur ordinateur et les logiciels qui vont avec, acheter en temps réel, revendre en temps réel ce qu'ils produisent ou ce qu'ils consomment. Il suffit de ramener ça avec des coûts et puis on dit j'achète jusqu'à tel prix, je vends jusqu'à tel prix. Et les systèmes se débrouillent, moyennant quand même un certain nombre de précautions, ou une régulation éclairée, c'est-à-dire avec une architecture de même nature, mais effectivement quelques acteurs moins nombreux, et ce qui veut dire en fait une granulométrie plus importante, donc des clusters plutôt au niveau de grandes régions ou de grands bassins, avec effectivement là aussi des acteurs spécialisés dans la gestion de l'énergie, mais qui déchargent dire, le particulier qui reste effectivement dans une relation client-fournisseur et pas complètement client et fournisseur intégrés. Voilà, je suis au bout de ce que je voulais vous dire. J'ai fait moins bien que Pierre, puisque j'ai quand même quelques minutes de retard, mais c'était le temps de remettre le micro. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également l'Universcience et le Collège qui nous a invités à parler d'énergie. Et puis je rappelle les références, donc ADEME d'une part, vous avez les scénarios, mais surtout une mention spéciale à RTE France qui m'a fourni pas mal d'informations que j'ai pu vous utiliser cet après-midi. Voilà, écoutez, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais faire circuler un micro. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à lever la main. Tout à fait. Bonsoir. Juste tout ce qui est énergie créée à partir d'une activité, comme par exemple l'incinération des déchets ou autre, est-ce qu'on peut compter un petit peu dessus ou est-ce que c'est tout à fait marginal ? Non, c'est pas marginal. Là aussi, je crois que je n'ai pas tout listé parce que, encore une fois, l'idée de ces réseaux intelligents, c'est effectivement des réseaux intégrateurs de toutes les formes d'énergie. Sur le petit schéma, quelque part, il y avait quelque chose qui s'appelait biomasse avec une cheminée. Voilà. Donc, effectivement, la biomasse, c'est de la biomasse de culture, mais c'est aussi les déchets, notamment organiques, parce que les déchets minéraux s'incinèrent quand même nettement moins bien. Donc, effectivement, ça fait partie. Mais il y a également la concurrence des usages de cette biomasse entre des usages énergétiques en centrale ou des usages sous forme de biocarburants. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a une ressource quand même qui est limitée. Je ne parle pas des usages alimentaires qui sont de toute façon prioritaires. Donc une fois que l'utilisation, les transformations de la photosynthèse ont été utilisées pour des besoins alimentaires et pour nous apporter la propre énergie dont nous avons besoin, enfin je veux dire nous terriens et l'ensemble de la vie sur la Terre, cette question-là étant, sinon résolue en tout cas traitée, il reste effectivement de gérer au mieux la biomasse résiduelle à travers différents usages que sont les usages effectivement énergétiques à travers, on voit qu'ils peuvent prendre diverses voies, des vecteurs différents. Et puis également des usages de stockage de CO2 aussi à travers des usages matériaux, l'ameublement, enfin le bois d'œuvre. Il y a des tas d'usages de la biomasse qui sont envisageables. Et là aussi, il y a une optimisation qui relève aussi d'une gestion pas très différente conceptuellement de tout ce qu'on a pu évoquer sur les réseaux, puisque c'est des choix qui se font à partir de valeurs qu'on donne. La valeur, même si on prend souvent on revient à une valeur économique, mais on peut intégrer dans une valeur économique des tas de choses qu'on appelle l'internalisation des coûts externes et donner effectivement un coût, entre guillemets, en euros à des choses qui n'ont pas forcément une valeur de marché, mais c'est une façon, après une démarche un peu consensuelle, de leur donner une certaine valeur et donc de les faire rentrer dans des options de choix stratégiques. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je m'attache plus particulièrement à la fin de votre exposé, un peu où vous avez parlé de 4 scénarios, notamment de 2 scénarios très proches pour 2020. Est-ce qu'on peut dire que, et en début de votre exposé, vous nous avez assez longuement et bien exposé tout ce qui se passe dans la gestion actuelle de RTE, qui gère finalement cette fameuse courbe de charge, qui est l'alpha et l'oméga de la gestion du système électrique et du réseau. Est-ce qu'on peut dire, dans les scénarios proches 2020, que finalement,
ces fameux réseaux intelligents, ils sont déjà actuellement assez bien, même très bien réalisés au niveau de la gestion de la production par rapport aux prévisions de consommation. L'intelligence des réseaux étant peut-être dans la tête des dispatchers actuels de RTE et des modèles qu'ils utilisent. Par contre, dans tous les scénarios, on voit que, alors donc le premier scénario, il s'agit d'améliorer un peu la gestion actuelle, mais finalement, c'est pas révolutionnaire. Mais par contre, dans tous les scénarios, on voit que ce que vous avez appelé la flexibilité de la demande, on la voit partout. Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'intelligence des réseaux, elle va se jouer essentiellement justement au niveau de la gestion des consommateurs, de la gestion de la demande? Vous nous avez dit qu'effectivement, c'est assez ancien. Après-guerre, on a commencé à démarrer les chauffe-eau électriques aux heures creuses, etc. C'était déjà un premier pas. Actuellement, on voit aussi que dans les régions fragiles, point de vue alimentation, la Bretagne et la région de Nice, on voit qu'actuellement, RTE gère, entre guillemets, les consommateurs, la consommation, alors de façon un peu rudimentaire, en envoyant des messages, des textos, pas des textos, mais en envoyant des textos, ou des SMS, ou des emails par le réseau Internet pour dire aux consommateurs faites votre lessive à 2h du matin et puis éteignez les lumières. Enfin, c'est quand même assez rudimentaire. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement, les réseaux intelligents, l'intelligence, il va falloir vraiment aller la chercher finalement beaucoup plus dans la demande, dans la consommation, que dans la production elle-même? Je crois que vous résumez assez bien la situation. Donc on a d'une part effectivement, au niveau de la production, je veux dire, des professionnels et qui intègrent effectivement des évolutions et qui sont capables de se projeter à un horizon compte tenu des obligations qu'on leur impose quelque part, mettre des éoliens, du solaire. Peut-être que le gestionnaire lui-même n'aurait pas forcément choisi ce mode-là uniquement comme critère par rapport à... Ça lui complique un peu la vie. Pour autant, il n'a pas trop le choix et quelque part, il est un citoyen. Derrière, il y a aussi des citoyens comme les autres qui se rendent bien compte des enjeux et des règles du jeu planétaire tel que c'est en train de se jouer. Donc, côté professionnel, la conscience, enfin les besoins et l'intégration des nouvelles technologies, de la recherche, des innovations dans leur façon de travailler, elle existe. Simplement, c'est vrai que le réseau dont ils disposent et pas forcément un réseau derrière, il reste encore très descendant. Le dispatcher, effectivement, j'allais dire un petit peu, c'est quand même un peu comme un trader. Il a effectivement un prix d'achat, un prix de vente. Il a un réseau équilibré. Il a quelques outils à sa disposition, mais qui ne sont pas si nombreux que ça. Hein. Quand on regarde les modes de défaillance, il peut effectivement séparer un peu de lignes pour équilibrer les charges. Mais c'est un métier particulier. Il y a beaucoup d'intelligence là. Il est aidé aussi par des outils. Et c'est, encore une fois, un petit peu comme dans le domaine de l'industrie, c'est quelque chose qui tendanciellement est pris en compte, est intégré et est susceptible d'évoluer assez naturellement. Et vous avez raison, côté l'autre enjeu, qui est moins développé aussi parce qu'il est moins pris en charge par des gens dont c'est le métier, relève effectivement des évolutions qu'on peut attendre côté consommateur et qui sont la contrepartie. On devrait avoir le même effort entre ce qui se fait côté demande que ce qui se fait côté l'offre. Et j'aurais presque pu, en tout cas, le bouquin commence comme ça, justement, disant on a l'habitude dans la politique énergétique d'avoir une entrée par l'offre. On peut très bien renverser les choses, et c'était un petit peu le parti pris qu'on a pris avec Pierre, de dire l'énergie, c'est avant tout la satisfaction d'un certain nombre de besoins, et on pourrait rentrer dans une politique de la demande plutôt qu'une politique de l'offre, et voir quelle offre développer pour répondre au mieux à une demande. Et sans doute que quand on part de là, en ayant fait le vide avant de soi, il n'est pas certain du tout qu'on arrive aux solutions qu'on a développées aujourd'hui. Voilà, accessoirement... Je suis assez à l'aise, effectivement, pour tenir ce discours. Bonsoir.
Moi, j'avais une question. Vous disiez dans un de vos transparents que l'objectif donc, pour 2020, c'est, en termes de renouvelables, c'est 20 gigawatts, je crois, pour l'éolien et 5 pour le solaire. Tous ces modes de production donc, d'énergie, on va dire un peu aléatoires. Pas aléatoire, j'ai dit intermittent. Pardon, intermittent, ce sera le terme plus approprié. Implique donc des dispositifs de stockage. Justement, ma question porte là-dessus. C'est quels seraient les dispositifs de stockage nécessaires pour justement gérer ces nouvelles énergies? Est-ce qu'on a besoin, on va dire, d'en créer de nouvelles, ou est-ce que les barrages suffisent? Voilà, je crois effectivement jusqu'à un certain niveau, on s'en sort avec les dispositifs actuels, et puis il y a un moment où ça passe plus. Et donc il faut de nouveaux dispositifs de stockage, et là aussi, la capacité actuelle est relativement limitée, on peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a quelques marges, et c'est pour ça que ces marges, on peut les élargir en mutualisant un niveau plus important que ce qu'on fait actuellement. Pour l'instant, on stocke, on turbine dans nos barrages. On peut envisager de faire davantage avec la Suisse, qui a aussi beaucoup de réserves de ce type-là. Enfin voilà, il y a des marges de progrès, mais il y a un moment, de toute façon, où il y a besoin de gérer l'énergie autrement. Et la gérer autrement, l'utilisation, ça peut être effectivement, on a besoin dans tous les cas de stockage, mais un stockage, ça se définit en fait, il y a deux paramètres qui sont combien de temps il faut stocker, et ça peut être entre quelques minutes et jusqu'à l'intersaisonnier. Donc ça, c'est un premier paramètre de stockage. Ce n'est pas du tout le même stockage. Et puis, il y a également quelque chose qui est entre est-ce qu'on stocke de l'énergie ou est-ce qu'on stocke de la puissance. C'est encore un paramètre qui renvoie sur des technologies différentes. Donc, il n'y a pas un stockage, en fait. Il y a du stockage. Le stockage lui-même va dépendre de la façon dont on souhaite traiter la flexibilité de l'usage. Donc, on pourrait dire, dans un cas idéal, on lisse complètement, on a une puissance, on fournit une puissance, on a un besoin de puissance égale, mais en réalité, dès lors qu'on a des apports intermittents, c'est plus forcément le bon modèle. Donc le bon modèle, c'est plutôt d'être capable de faire glisser les pointes de consommation au moment où on a des pointes de production. Et ça, comme ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui tombe à heure fixe dans la journée, ni à un moment fixe dans l'année, ça oblige à jouer sur plusieurs paramètres qui sont d'une part pouvoir jouer autant que possible sur l'ajustement de la demande. Et là, il y a des tas de possibilités qu'on n'a pas encore envisagées. C'est derrière la maîtrise de l'énergie. Bon, déjà, de toute façon, première chose, c'est ce que j'ai dit au début, commençons par réduire au maximum les besoins. Ce n'est pas la peine de se donner beaucoup de mal à résoudre des problèmes qu'on pourrait ne pas avoir. Mais ceci étant fait, il reste à construire le système qui répond à ces besoins. Ces besoins étant, on l'a vu, dépendent eux-mêmes d'un certain nombre de paramètres dont la propre capacité de la société à rentrer dans ce mode de changement. C'est-à-dire, encore une fois, le système technique qui s'impose à tout le monde de façon évidente, d'expérience, je pense que personne n'y croit vraiment. Juste pour synthétiser, si on reste sur un scénario où la demande évolue pas, on ne fait pas forcément évoluer la demande, nos capacités actuelles de stockage suffiront pour gérer les 25 gigahertz. Jusqu'à 20 gigawatts, oui. Mais encore une fois, on est à 2020 seulement. Oui, d'accord. Et la vie s'arrête pas en 2020. Les objectifs, déjà, en gros, c'est déjà 2050. Et je montrais tout au début déjà des prospectives énergétiques à 2100. D'accord, mais 2020 déjà, on est capable au niveau national, on n'a même pas besoin de mutualiser les barrages avec la Suisse pour gérer ces 20... Si, je crois qu'effectivement, à 2020, on a besoin de comment on utilise effectivement la mutualisation au niveau du plateau continental. D'accord, merci. Ce qui est déjà le cas puisqu'on importe et qu'on exporte. Enfin, en dehors du stockage. Déjà, dans la façon de gérer, c'est une façon de renvoyer l'énergie ailleurs pour pouvoir en ramener plus tard dans des jeux d'export-import. C'est aussi ça, c'est les mêmes équations que du stockage. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Non, donc on va rester là pour ce soir. Merci beaucoup, Daniel Clément. Merci.
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, l'énergie, vous avez été au cœur d'enjeux géopolitiques planétaires et ça sera le thème de la conférence de la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.